Est-ce que recopier ses cours, c'est une bonne technique de révision? Est-ce que relire, c'est une bonne technique de révision? Est-ce que faire des mind mapping, c'est une bonne technique de révision? Est-ce que faire des fiches, c'est une bonne technique de révision? Au lieu de te faire une liste barbante de toutes les techniques qui existent et te dire si c'est bien ou pas bien, j'ai préféré opter dans cette vidéo pour une méthode plus ludique, plus sympathique, les tier lists. La tier list, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un tableau avec un classement et on va mettre le classement de ce qu'on a envie de classer. Le tier list pour les méthodes d'apprentissage, je ne l'ai pas inventé parce que j'ai vu le youtubeur et professeur Justin Song le faire et je me suis dit tiens, ça peut être sympa que je le fasse aussi à ma manière avec mes commentaires sur les méthodes d'apprentissage et donc on va faire la tier list de toutes les méthodes d'apprentissage. Ça va te permettre de voir ce qui est génial, ce qui est claqué au sol, ce qu'il faut plus faire, ce qu'il faut faire. C'est parti. Et on démarre cette tier list spéciale technique de révision. Au lieu de faire un classement basique, j'ai préféré passer par cette méthode parce qu'elle est un peu à la mode et surtout elle est très très claire. Donc on va commencer. J'ai fait la liste des méthodes les plus couramment utilisées. J'en ai peut-être oublié certaines. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais j'ai oublié certaines méthodes ou certaines techniques dont vous avez entendu parler. Comme ça, éventuellement, je pourrais vous donner la réponse en commentaire. Mais en tout cas, on va commencer par celles-ci parce que c'est les plus courantes. C'est celles qui sont le plus souvent utilisées et je pense que vous allez avoir des surprises. On va commencer par la première. La première, c'est la relecture. Je vais définir à chaque fois la technique si c'est nécessaire. Donc, la relecture, ça consiste en relire tout simplement le cours. Donc, le relire jusqu'à ce qu'on l'ait en tête. Sans surprise, on peut le mettre ici. C'est une technique qui est claquée au sol. Ça ne fonctionne pas. Ça alimente ce que j'appelle l'illusion de compétence. L'illusion de compétence, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je te la mettrai en haut de la vidéo pour que tu puisses la retrouver. L'illusion de compétence, c'est quand tu as l'impression que tu connais une information alors que tu la reconnais juste. Il y a une différence entre connaître et reconnaître une information. Et quand on se contente de relire, on a l'impression qu'on a les infos en mémoire, qu'on est capable de les restituer, mais c'est juste que on a les termes en mémoire, mais on est incapable de les utiliser dans des situations dans lesquelles on va nous mettre. C'est ça la différence entre connaître et reconnaître. Un exemple simple que j'aime donner, c'est si par exemple je croise Brad Pitt dans la rue, je reconnais Brad Pitt parce que je vois qui c'est, mais je ne connais pas Brad Pitt personnellement. Donc je ne peux pas aller le voir pour lui demander comment il va, etc. C'est la même chose avec la relecture. C'est une technique qu'il faut absolument éviter parce que ça ne fonctionne pas sur le long terme et ça n'apporte rien en termes de plus-value, surtout quand on souhaite apprendre et se préparer à des examens. La deuxième, c'est les flashcards. Les flashcards, c'est une super technique. C'est une super méthode, surtout quand on ajoute un élément supplémentaire. J'avais également fait une vidéo sur le sujet, qui est l'association. Ça va être de trouver un lien entre le recto et le verso pour faciliter la mémorisation et l'ancrage entre les deux parties. Les flashcards, ça consiste en quoi? C'est tu prends des petites cartes et au recto, tu vas écrire par exemple le terme que tu as envie d'apprendre et au verso, tu vas écrire la définition de ce terme ou ce à quoi ça renvoie, ce que tu dois apprendre. C'est une super méthode parce que déjà le fait de les faire, ça permet déjà de travailler l'information, mais en plus de ça, on peut mettre en place un système dans lequel on révise régulièrement les flashcards. Les flashcards, c'est une super méthode quand on met en place ce planning de répétition. Sans répétition, les flashcards ne servent à rien. Quand on crée des flashcards, c'est qu'on part du principe qu'on va revenir dessus de façon régulière. Et pour ça, tu peux mettre en place ce qu'on appelle la répétition espacée. Ça veut dire que tu vas les voir assez régulièrement au début et tu vas espacer de plus en plus les sessions de révision parce que comme au bout d'un moment, tu auras mémorisé les informations, tu pourras espacer les moments où tu révises parce que tu commences à les avoir en mémoire. Tu peux faire des flashcards aussi bien sur papier que sur ordinateur, sur des applications comme Anki-App, Quizlet, même Notion maintenant. Ce qui est intéressant avec ces applis-là, Quizlet et Anki, c'est que il y a les statistiques des bonnes et des mauvaises réponses que tu as et je trouve que c'est super. C'est quelque chose que tu peux mettre en place aussi avec les flashcards manuels. Ça veut dire que dès que tu as des cartes dont tu ne connais pas la réponse, tu vas les mettre sur un tas à part pour pouvoir les revoir plus régulièrement parce que c'est ce tas-là qui te pose problème. Alors que quand tu as des cartes que tu connais parfaitement, en fait, tu vas les mettre de côté et tu vas moins les revoir parce que tu les connais bien. Et tu vas pouvoir te focaliser sur les cartes que tu connais moins bien. Et ce système-là, les applications comme Anki-App et Quizlet le font automatiquement et te mettre plus régulièrement justement les cartes sur lesquelles tu as le plus souvent faux. En tout cas, c'est une super méthode. Ça permet aussi de manipuler avec le papier, etc. Je trouve que c'est plus sympathique que se contenter en fait d'être passif et de relire un cours ou de relire une fiche. Passons au surlignage. Surligner, c'est vraiment pas assez. Surligner, c'est bien quand on veut mettre en avant des éléments importants de son cours,
les éléments qu'on doit connaître, etc. Mais c'est pas du tout une technique d'apprentissage et de mémorisation suffisante. Parce qu'après, il faut faire quelque chose de ces informations-là. Il y avait une étude scientifique qui avait été faite où il y avait des chercheurs qui avaient analysé la façon d'étudier de certains étudiants et ils avaient analysé la façon dont révisaient les étudiants qui se contentaient de surligner. Et ils se sont rendus compte que même si ils mémorisaient plutôt bien les termes qui surlignaient, ils avaient de moins bons résultats le jour de l'examen parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre en relation les éléments qui surlignaient. Donc clairement, ça mettait juste en lumière les informations qui étaient importantes, mais créer du lien entre les informations, c'était quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de faire. Et quand on révise pour un cours, on a besoin de mettre en relation toutes les informations du cours. Donc, surligner, c'est un bon début pour mettre en avant les informations importantes. Ça permet de trier les informations. Mais après, il faut faire quelque chose de ces informations-là. Donc, il faut enchaîner avec une prise de notes, des fiches, un mind mapping, etc. Peu importe. Ensuite, la prise de notes, on va partir du principe qu'on parle d'une bonne prise de notes. Bien évidemment, une bonne prise de notes, c'est le top du max. Quand tu sais prendre des notes de qualité, t'apprends tellement mieux, tellement plus vite, de façon tellement plus qualitative parce que ce travail de fond, ce travail de compréhension, tu as déjà commencé à le faire en cours. La base de la prise de notes, c'est pas la technique, c'est pas ce que tu vas faire sur la feuille comme méthode ou comme technique, c'est l'attention. C'est à quel point tu vas être attentif, à quel point tu vas être attentive à ce que le prof va dire et aux informations que tu vas sélectionner et que tu vas noter sur ta feuille. Quand tu prends des notes de façon qualitative, tu ressors du cours, tu as déjà commencé à l'apprendre. Donc, savoir prendre des notes, c'est même la première compétence que je recommande aux étudiants qui sont en études supérieures et qui veulent améliorer leur méthode de travail. C'est vraiment la première compétence à développer. J'ai un cours sur la prise de notes d'ailleurs et c'est souvent vers ce cours-là que je renvoie mes étudiants parce que il faut absolument qu'ils apprennent à prendre des notes. Et parfois, ça a vraiment un impact de dingue sur les résultats et sur la confiance que l'on a en tant qu'étudiant. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un entretien un jour avec une étudiante qui se plaignait d'avoir des problèmes d'organisation. Elle se plaignait d'être mal organisée, elle cherchait des plannings sur Internet pour bien s'organiser, mais elle n'y arrivait pas, etc. En creusant, en posant quelques questions, je lui demande un petit peu comment elle révise, comment elle prépare ses examens. Elle est étudiante à l'université. Et en fait, je lui dis que son problème, c'est pas un problème d'organisation, c'est qu'en fait, elle ne sait pas prendre de notes et que ça a un impact. C'est vraiment l'effet cumulé, l'effet boule de neige. C'est un impact sur sa façon d'apprendre, sur la quantité d'infos qu'elle a à apprendre, sur du coup son organisation, etc. Et elle s'attaquait à la conséquence d'un problème et pas au problème en lui-même. Et donc, je lui ai dit, quand tu régleras la façon dont tu prends des notes, tout ce problème-là et tous ces problèmes-là vont se régler. Et ça lui a fait un choc parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'attaquait pas aux bons problèmes. Du coup, ça lui causait des moments de déprime, des moments de démotivation. Et maintenant qu'elle sait ça, elle sait où elle doit travailler, elle sait quelles compétences elle doit développer pour améliorer sa productivité, mais aussi son efficacité, la qualité de son travail et de la compréhension de ses cours. Donc c'est pour vous dire que la prise de notes, c'est une compétence qui est essentielle à développer quand on commence à faire des études supérieures. Ensuite, recopier ses cours. Donc quand j'ai mis recopier ses cours, comme tu as pu le constater, il y a une petite photocopieuse, c'est vraiment le syndrome de la photocopieuse. On recopie mot à mot tout ce qui est écrit dans notre cours en espérant le mémoriser comme ça. Bien évidemment, parlons peu, parlons bien, c'est claquer au sol comme méthode. Ça marche pas du tout, c'est comme la relecture. Dans la relecture et dans le fait de recopier ses cours en entier, on a une posture passive dans l'apprentissage. On se contente de recopier des mots, de voir des mots, en espérant que ça nous rentre dans le crâne et qu'on puisse en faire quelque chose le jour de l'examen. C'est une attitude qui est beaucoup trop passive et surtout c'est une attitude dans laquelle on privilégie la forme sur le fond. Ça veut dire qu'on préfère apprendre des phrases ou recopier des phrases parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut les apprendre, plutôt que de se focaliser sur le sens et le fond de ce qu'on apprend et que donc, quelle que soit la façon dont c'est formulé, on est capable de le comprendre et de l'assimiler. Et là, ces méthodes-là, elles sont à bannir à partir, j'ai envie de dire le plus tôt possible, mais surtout à partir du lycée et de l'université. Ce sont des méthodes qu'il ne faut plus employer, ça ne fonctionne plus sur le long terme et surtout c'est une perte de temps phénoménale. Quand on recopie ses cours et quand on relit ses cours, on se contente de la forme, on pense que c'est la forme qui va nous aider à comprendre le fond. Alors que non, on doit se focaliser d'abord sur le fond et après la forme, quelle qu'elle soit, peu importe en fait
C'est qu'on est capable de comprendre le concept, on est capable de comprendre les notions, donc on s'en fiche de la forme. Ensuite, le sketch note. Le sketch note, c'est une technique de prise de notes dans laquelle on utilise la pensée visuelle, donc on va mettre beaucoup de pictogrammes et de dessins. On va utiliser l'image au service du fond, au service de notre apprentissage. L'exemple le plus simple de sketch note que je peux te donner et que tu as déjà fait, c'est la frise chronologique. La frise chronologique, c'est une représentation du temps dans laquelle on va mettre tous les éléments d'un point de vue chronologique pour comprendre l'enchaînement des événements en histoire ou dans des historiques. Donc le sketch note, c'est une super méthode, c'est une méthode que j'aime beaucoup employer en prise de notes pour me permettre d'avoir une prise de notes qui est très imagée, très synthétique, où il y a beaucoup moins de mots et beaucoup plus de sigles, de flèches, de liaisons, de pictogrammes pour me permettre de visualiser en fait ce que je dois apprendre. Et le sketch note, bien évidemment, je le mets en GOAT parce que c'est une technique qui est géniale. C'est une technique qui est géniale parce que on apprend à synthétiser les informations et en utilisant le visuel, on apprend mieux avec des images qu'avec des mots. Il y a une étude scientifique qui a été prouvée à ce sujet-là parce que c'est comme ça qu'on pense. Si je vous donne une histoire et que je vous l'explique avec des images, je vous raconte une histoire avec des images, et si je prends la même histoire mais que je vous la raconte avec des textes, vous retiendrez mieux l'histoire racontée avec les images plutôt que les textes. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on pense. Encore un autre exemple. Si je vous dis le mot banane, est-ce que vous imaginez une banane ou est-ce que vous imaginez le mot banane ? Bien évidemment, on imagine le fruit et la banane, on visualise la banane. Ça veut dire que quand on réfléchit, quand on pense aussi avec des images, on pense avec du visuel. Et le sketch note, il met ce visuel au service aussi du fond de ce que l'on apprend. Et c'est pour ça que c'est une super technique de prise de notes et de mémorisation et d'apprentissage. La méthode Cornell. La méthode Cornell, c'est une technique de prise de notes dans laquelle on divise notre feuille de cours en 4 parties. Au début, en haut, il y a le titre. À droite, il y a la partie où on va prendre des notes. Il y a une marge un peu plus grande à gauche dans laquelle on va noter les notions importantes, les notions clés, les questions qu'on se pose, les termes qui sont difficiles, etc. Et en bas, on laisse une partie, et c'est ça qui fait le trésor de cette méthode, on laisse une partie, quelques lignes, pour faire le résumé de ce que l'on a écrit tout le long de la page. Et ça permet de retravailler ce que l'on a écrit, notre prise de notes. Et ce travail de reformulation, il permet vraiment de commencer à travailler cet apprentissage de notre cours. La méthode Cornell, c'est aussi une super méthode. C'est une super méthode de prise de notes, surtout si on cherche une prise de notes qui est structurée, qu'on arrive facilement à relire parce que la structure, elle est toujours la même et qu'on cherche à avoir une prise de notes qui est claire. C'est une super méthode de prise de notes. Ensuite, apprendre par cœur. Apprendre par cœur, je le mets en ça passe. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est nécessaire. Quand on doit apprendre des choses par cœur, en primaire, par exemple, on apprend les tables de multiplication et les règles de grammaire. Et c'est obligatoire, on doit les savoir. On apprend des poèmes, ça fait partie des devoirs, on apprend par cœur, on doit se contenter de ça. Il y a certains cursus où on doit apprendre des choses par cœur. Par exemple, en médecine, il y a des choses qu'on doit apprendre par cœur. En histoire, on a des dates à apprendre par cœur. Quand on apprend des langues étrangères, il y a du vocabulaire qu'on doit apprendre par cœur. Bref, apprendre par cœur, ça fait partie parfois du chemin vers l'apprentissage. Mais je le mets en ça passe parce que ça doit pas être une technique d'apprentissage à part entière. Apprendre par cœur ses cours alors que à son examen on a une dissertation, ça n'a aucun sens. Apprendre par cœur, c'est quand il y a des choses que l'on doit absolument connaître et mémoriser, et c'est la seule solution. Utiliser l'apprentissage par cœur à toutes les sauces, dans toutes les matières et quel que soit le cursus, c'est une très mauvaise idée, c'est à prendre avec des pincettes. J'ai également un exemple à te donner à ce sujet. J'avais une élève qui apprenait ses cours par cœur, des cours de droit, donc elle avait justement redoublé ses premières années de licence de droit parce que apprendre par cœur des cours de 50 pages, à la lettre près, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et on avait mis en place d'autres méthodes, dont le mind mapping que je vais placer après, au final, dans la tier list. Et elle s'est rendue compte que, au début, c'était très difficile à mettre en place. Et un jour, elle avait un oral à préparer. Elle n'avait pas assez de temps pour apprendre par cœur. Et elle s'est dit, tu sais quoi, je vais tester le mind mapping. Je te le donne en 1000. Elle a eu 18 à son examen. Elle était bien évidemment choquée. Mais c'est parce que apprendre par cœur, au bout d'un moment, ça fonctionne plus quand on arrive à un certain stade. Il y a des choses qu'on doit mémoriser, mais pour ça, il y a ce qu'on appelle les techniques de mémorisation qu'on va voir aussi juste après. Donc, n'apprends pas tes cours par cœur parce que tu ne sais faire que ça et que tu penses que avaler pour recracher le jour de l'examen, c'est la meilleure méthode qui soit. Ensuite, le rappel actif. Le rappel actif, en gros, c'est de mettre en place des sessions de travail régulières pour se rappeler
de ce que l'on a appris, de faire des petites sessions de rappel, de révision pour renforcer le savoir que l'on cherche à apprendre dans notre mémoire et réactiver les informations que on cherche à apprendre et que l'on a apprises. Le rappel actif, bien évidemment, c'est top. J'ai même envie de le mettre en GOAT en vrai parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il vaut mieux apprendre 3 fois par semaine pendant 15 minutes plutôt que d'apprendre une fois par semaine pendant 2 heures. Parce que la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Sans répétition, il n'y a pas d'apprentissage qualitatif. C'est comme tout, on peut faire le parallèle avec énormément de choses, la cuisine, le sport, les jeux vidéo. Sans répétition, sans rappel, sans le fait de revenir dessus, on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas devenir meilleur. Et c'est la même chose dans les études. Ensuite, il y a la méthode DJ. La méthode DJ, tu vas être étonné par le classement, l'endroit où je vais le mettre, mais je vais le mettre en ça passe. La méthode DJ, pour t'expliquer simplement, c'est une technique de planification et d'organisation basée sur le concept des révisions espacées et sur la courbe d'oubli de Ebbinghaus. On va mettre en place un cours à J0 qu'on va ensuite revoir à J1, J3, J5, J7, J15, J30 et le but c'est d'espacer au fur et à mesure les moments où on va revoir ces informations-là. Au début, on va les voir très régulièrement, puis après, on va espacer ces révisions. Ça ressemble à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les flashcards, en un peu moins élaboré. Et la méthode DJ en soi, c'est une bonne planification pour mettre en place des rappels actifs. Le problème avec la méthode DJ en particulier, c'est que elle ne s'adapte pas à tous les emplois du temps. Et ce que je reproche à la méthode DJ, c'est que j'ai des élèves, c'est comme un moule. J'ai des élèves qui vont tenter de la mettre en place alors que ça ne fonctionne pas dans leur planning et ils se retrouvent complètement perdus. Ça ne fonctionne pas et ils pensent que le problème c'est eux. Alors qu'il suffit simplement de comprendre le principe. Le principe de base, c'est de mettre en place des rappels réguliers sur les cours que l'on cherche à apprendre. À partir du moment où on a ce concept en tête, à partir du moment où on comprend ce concept-là, en vrai, quelle que soit la façon dont tu vas l'adapter dans ton emploi du temps, si tu comprends qu'il vaut mieux voir les choses et les cours régulièrement plutôt qu'une fois par semaine, tu as mis en place ta méthode DJ sans forcément te borner à le faire à J0, J1, J4, J5, J15, etc. Parce que parfois, c'est une méthode qui est trop contraignante. On ne peut pas la mettre en place pour X ou Y raison et la conséquence, c'est qu'on a des élèves qui procrastinent ou qui abandonnent. Donc je préfère qu'un élève ne respecte pas la méthode DJ mais qui revoie ses cours régulièrement en fonction de son emploi du temps, plutôt qu'un élève qui tente à tout prix de mettre en place la méthode DJ, mais comme ça ne fonctionne pas, il abandonne son apprentissage et ses cours. C'est pour ça que je la mets dans ça passe, parce qu'en fait, je trouve que parfois cette méthode, elle est beaucoup trop contraignante et elle pousse les étudiants et les élèves à la procrastination, voire même à l'abandon. Et ça peut entraîner une baisse de confiance, etc., etc. Ensuite, technique de mémorisation, bien évidemment, les techniques de mémorisation, c'est le top. C'est le top, c'est nécessaire de toute façon pour mémoriser de façon efficace. Les techniques de mémorisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'association, par exemple, quand on apprend du vocabulaire en langue étrangère, on va associer le mot que l'on entend dans la langue étrangère avec sa signification en français. On va jouer avec la sonorité pour créer une association et pouvoir bien le retenir. Par exemple, un exemple que je donne souvent, en anglais, un scarabée c'est a beetle, donc ça ressemble aux Beatles, le groupe de pop anglais. Et on imagine un scarabée qui écoute les Beatles et hop, on crée un lien entre le français et l'anglais et pour se rappeler facilement du mot scarabée en anglais. C'est plus simple de faire ça que de se dire ok, Beatles, scarabée, etc., etc. On peut le faire avec les verbes irréguliers, c'est trouver un lien entre chaque élément de ce tableau-là pour l'apprendre plus efficacement. On peut se raconter des histoires aussi avec des éléments de cours dont on a besoin pour les relier entre eux et pouvoir les mémoriser. En gros, les techniques de mémorisation, elles se basent sur 2 éléments essentiels, les émotions et la créativité. Parce que c'est les émotions et la créativité, c'est des ancrages très forts dans la mémorisation. C'est pour ça que les dessins animés, les films d'animation, ils fonctionnent bien. Et c'est pour ça aussi que les films d'action ou les films d'amour, ils fonctionnent bien aussi. Parce que on s'en rappelle, ça nous prend, ça nous garde en mémoire, ça a un impact sur nous physiquement. Et forcément, on s'en rappelle mieux. Au-delà de ça, on s'en rend compte aussi avec ce qui nous arrive dans notre vie. Quand vous avez un événement dans votre vie qui est tragique ou même très heureux, vous vous en rappelez. Vous vous en rappelez plus qu'un événement qui est anodin et qui ne vous a pas procuré une émotion particulière. C'est pour ça que les techniques de mémorisation, c'est une super méthode pour apprendre de façon efficace. Vous avez les histoires, vous avez l'association, vous avez le palais de mémoire. Le palais de mémoire qui est un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut comprendre le concept. On imagine qu'on est dans une maison imaginaire et on va placer des éléments de cours qu'on va imaginer aller rechercher pour pouvoir s'en rappeler facilement. Et voilà, il y a plein de méthodes de mémorisation qui existent.
La première difficulté, c'est surtout de dépasser l'idée qu'on n'a pas de créativité et d'imagination, alors que l'on a de la créativité et qu'on peut mettre cette imagination au service de l'apprentissage. Et la deuxième chose, c'est que pour certaines méthodes, il faut d'abord commencer à comprendre le concept, surtout par exemple dans le palais de mémoire, et après commencer à s'entraîner pour qu'après ça devienne beaucoup plus facile à mettre en place. Ensuite, le mind mapping, bon, je crois que tu sais. Voilà, ça va aller là, c'est une évidence. Le mind mapping, c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure technique de prise de notes et de mémorisation qui existe pour les étudiants. Ça demande énormément de travail au début, mais c'est la raison pour laquelle le mind mapping est une des meilleures techniques d'apprentissage et de mémorisation. C'est le processus qui fait du mind mapping une super méthode. Le mind mapping, c'est une technique très synthétique de prise de notes et de mémorisation. On va mettre le titre de notre cours au centre sur une feuille qu'on va mettre en format paysage et on va noter avec des branches et des sous-branches les informations nécessaires que l'on doit garder pour apprendre notre cours. Quand on regarde un mind mapping, ça ressemble un petit peu à un arbre c'est une super méthode. Ça permet de travailler son cours en profondeur et non pas de façon superficielle. C'est l'inverse des méthodes type relecture et recopier ses cours où on se focalise justement sur la forme et donc on reste sur quelque chose de très superficiel en termes d'apprentissage, alors qu'avec le mind mapping, on va davantage creuser parce qu'on est obligé de comprendre ce que l'on écrit dans son mind mapping pour pouvoir le relire son mind mapping et pouvoir transformer son cours en mind mapping. Donc on est obligé de creuser, d'aller au fond de son apprentissage, d'avoir un apprentissage beaucoup plus profond et moins superficiel, et c'est ça qui permet au mind mapping d'être. Et c'est ça qui fait du mind mapping une super méthode. On a en plus de ça la possibilité de réduire ses cours sur une seule page. Donc entre apprendre 10 pages et une page, il n'y a pas photo, on préfère apprendre une page de cours. Ce qui est génial aussi avec le mind mapping, c'est quand on l'a terminé, en général, le tiers de son cours, on le connaît déjà par cœur. À force d'avoir cherché les informations, pris des notes de ces informations, fait le brouillon du mind mapping, fait le propre du mind mapping, c'est comme si tu avais revu ton cours 4 fois. C'est énorme en termes de répétition et c'est ce qui fait que c'est une super méthode. De toute façon, ces 3 méthodes, c'est les 3 méthodes GOAT. J'ai 3 cours dessus, je vous mettrai les liens en description. C'est 3 méthodes qu'il faut absolument maîtriser. Vous avez l'impression après de devenir un génie dans la prise de notes et dans l'apprentissage. Vraiment, ça permet de développer une profondeur dans son apprentissage qui est sans pareil. Ensuite, les fiches. Les fiches, c'est compliqué parce que j'ai envie de le mettre en setup et en même temps j'ai envie de le mettre en sa passe. Je vais le mettre en setup parce que le fait de faire des fiches, c'est déjà super. On a envie de synthétiser l'information de son cours, on a envie de retravailler son cours, on a envie de le reformuler. C'est pas comme la relecture ou le recopiage par cœur. Mais ça dépend aussi comment on fait la fiche et si, imaginons, je recopie 80% de mon cours sur la fiche, pas forcément une fiche très pertinente. La fiche, elle doit avoir des objectifs bien particuliers. C'est d'avoir les éléments essentiels de son cours sur cette fiche-là et surtout d'avoir déjà travaillé son cours en amont à travers le fait de surligner les informations importantes, pourquoi pas avoir pris des notes de ces informations-là pour après faire une fiche récapitulative dans laquelle on a toutes les infos qu'il faut. Donc ça veut dire qu'on va passer par une étape, une autre étape et une troisième étape. Et c'est ça qui va faire que la fiche va être top. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les fiches de révision que je t'invite à regarder. Je pense qu'elle peut t'aider. Ensuite, on a la méthode Feynman. La méthode Feynman, c'est une technique de mémorisation. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. J'ai l'impression que je vais dire que ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est une technique de mémorisation dans laquelle on va prendre une feuille blanche pour essayer de se rappeler de toutes les informations que l'on connaît du cours qu'on est en train d'apprendre. Après, une fois qu'on a écrit tout ce dont on se rappelle de ce cours, on va bien évidemment reformuler de façon simple. On va aller rechercher le cours et dans une autre couleur, on va noter les informations qui nous manquent et qu'on a oubliées ou qu'on ne savait plus. Et après, on va revenir sur le cours pour pouvoir travailler ce qu'on a écrit dans la deuxième partie justement et qu'on a oublié. Puis après, on recommence, etc., etc. La méthode Feynman, c'est une super méthode de mémorisation parce que on est acteur de son apprentissage dans les moments où on doit réviser et vérifier que l'on connaît son cours. Ce qui n'est pas le cas de ces méthodes-là où on est un peu trop passif. On se contente de recevoir de l'information et il n'y a pas moyen de vérifier que l'on connaît vraiment l'information. Surtout que la méthode Feynman, parce que l'objectif, c'est de tester notre niveau de récupération des informations dans notre mémoire. Et ici, dans la méthode Feynman, on a une posture où on écrit. On écrit les informations dont on doit se rappeler, dont on se rappelle. Ce qui n'est pas le cas des méthodes de révision où on se contente en fait de répéter à l'oral ce qu'on a mémorisé. Mais le truc, c'est que souvent les examens, hormis les oraux, sont des examens écrits. C'est-à-dire qu'on nous teste sur nos connaissances, mais à l'écrit. Donc, pour vérifier qu'on est capable de le faire,
et qu'on est prêt pour l'examen, il faut aussi s'entraîner dans les examens où on veut dans les méthodes de révision où on veut récupérer de l'information, de le faire à l'écrit aussi. On voit souvent ça où on demande, par exemple, on est chez nous, on a appris un cours et on demande à un de nos parents ou à un proche ou à un ami, on dit tiens le cours, pose-moi des questions et je te répondrai. Ce qui est super hein, déjà. Mais c'est bien aussi de le faire à l'écrit pour nous entraîner à écrire, à rédiger et à voir si on est capable de rédiger les réponses aux questions. C'est une super méthode donc de mémorisation pour réviser, surtout pour les cours où il y a des choses qu'on doit maîtriser, qu'on doit mémoriser, qu'on doit bien connaître. Ensuite, il y a la méthode blurting. Je l'ai mise parce qu'elle est un peu en vogue, surtout sur les réseaux sociaux. Je la vois beaucoup sur TikTok. Alors, pour faire simple, la méthode blurting, c'est au moment où vous avez un cours à réviser, vous avez une feuille à côté, vous faites des gribouillis, etc. avec. Franchement, moi, je vais la mettre ici. Hein, pas assez, vraiment pas assez. D'autant plus que dans cette méthode, il n'y a rien de nouveau. Vraiment. Je vais donner un exemple. Quand j'étais au lycée, ou même quand j'assiste à des cours ou que j'étudie, j'ai besoin de dessiner à côté. Parce que le simple fait d'écouter m'ennuie et j'arrive pas à rester concentrée. Donc quand j'étais en cours, souvent mes marges, elles étaient pleines de dessins, mais c'est parce que j'avais juste besoin de faire quelque chose avec ma main et j'étais hyper attentive à ce que le prof racontait. J'avais pas besoin de le regarder pour ça. Et c'est ça qui me permettait en fait de rester attentive. Donc cette méthode-là, elle est bien quand on veut rester attentif. Mais c'est pas une méthode de mémorisation, c'est pas une méthode d'apprentissage. Et c'est super important de faire la différence entre les deux. Donc, si vous vous rendez compte que parfois, quand vous regardez des cours vidéo ou des cours, vous écoutez des cours, vous êtes en classe, etc., vous n'arrivez pas à rester accroché, gribouillez sur le côté. Gribouillez sur le côté parce qu'en fait, vous sentez que vous commencez à partir, vos pensées, elles commencent à aller ailleurs. Et du coup, dessinez, gribouillez, ne serait-ce que pour rester attentif, vous allez voir que vous allez rester attentif à ce que le prof vous dit. Mais c'est pas une méthode de mémorisation. C'est pas une méthode d'apprentissage, le simple fait de dessiner à côté, ça nous permet juste de rester attentif. Mais entre rester attentif et apprendre ou réviser, il y a quand même une différence. Ensuite, réviser la veille. Bon, on sait où je vais le mettre. Allez hop, claquer au sol, on l'a tous déjà fait, pas se mentir. On a tous eu un moment où on a fait des choses la veille au soir, où on a révisé à la dernière minute. Mais on sait tous que, quand on a été à l'examen, ou quand on l'a raté, ou quand on l'a eu de justesse, ou quand on l'a réussi, on se dit tous, purée, si j'avais révisé quelques jours avant, j'aurais encore plus réussi cet examen, j'aurais mieux fait, etc., etc. On le sait tous, on est tous conscients de ça, mais parfois, la réalité nous rattrape. La flemme et la procrastination nous punissent et on se retrouve à réviser la veille au soir. Mais on sait tous que c'est une technique qui est claquée au sol. D'autant plus que il y a aussi une question d'intention dans l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que, en vrai, tu peux réussir certains cursus d'études en révisant la veille ou en révisant quelques jours avant. Si ton objectif, c'est d'avoir la moyenne et de passer à autre chose et de réussir ton diplôme. Mais en termes de rétention d'informations, tu sais que tout ce que tu as appris la veille au soir, tu vas l'oublier. Et c'est pas intéressant, surtout quand parfois on est dans certains cursus où, quand on est en deuxième année, tu as plutôt intérêt à te rappeler de ce que tu as fait en première année. Je pense notamment à la médecine, je pense notamment aux études de droit, aux études de santé de manière générale, je pense aux études scientifiques, où les profs en troisième année ou même en école d'ingénieur, ils vont considérer que ce que vous avez appris les années précédentes, c'est acquis et qu'ils ne vont pas revenir dessus. Et si tu t'en rappelles plus, tu te rends compte que tu as une première année et une deuxième année de fac dont tu dois te rappeler. Et ça, c'est pas top. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'élèves. Donc, réviser la veille, ça peut sauver les pots cassés pour le jour de l'examen, mais tu sais que sur le long terme, ça va avoir des conséquences désastreuses sur la qualité de ton savoir. Et enfin, la méthode Pomodoro. Donc la méthode Pomodoro, très simple, c'est une méthode où on va mettre en place un minuteur, 25 minutes en général, mais ça peut varier. Et pendant ce temps-là, on va travailler sur une tâche précise. C'est une bonne méthode anti-procrastination et c'est une bonne méthode pour se concentrer sur une tâche que l'on a à faire pour travailler de façon qualitative. Pendant 30 minutes, on va travailler sur un cours, par exemple, ou sur une tâche en particulier, et on va bien la faire. On sait qu'on a 30 minutes et au bout de 30 minutes, comme notre concentration, elle baisse, on s'arrête, on fait une petite pause et on reprend plus tard. Bien évidemment, la méthode Pomodoro, c'est top. J'aurais presque pu la mettre en GOAT, mais parfois c'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, c'est une super méthode quand on a du mal à se concentrer, quand on a besoin de travailler sur des laps de temps précis, et surtout quand ça nous rassure de nous dire en 30 minutes, on peut faire quand même du travail qualitatif. Et moi, c'est ce que j'encourage les élèves à faire, surtout quand ils travaillent trop longtemps. Parce que oui, ça arrive, peut-être que ça t'arrive, et c'est un bon moyen de réguler le temps.
Et j'ai un exemple d'ailleurs à ce sujet-là avec une de mes élèves. Elle me dit tout le temps, je la charrie tout le temps sur ça. Et elle me dit, non mais tu vas jamais l'oublier, tu vas tout le temps me le rappeler. Et moi je lui dis, oui, je vais tout le temps te le rappeler. J'ai une élève de première et voilà, qui veut bien faire son travail. Mais elle s'éparpille trop et elle prend trop de temps à faire des choses qui ne devraient pas lui prendre autant de temps. Elle avait un DM de SVT par exemple et on a compté le nombre d'heures. Parce qu'en fait, elle n'avait pas tenu le planning qu'on avait mis en place. Je voulais comprendre pourquoi. Et on s'est rendu compte qu'elle avait passé trop de temps sur son DM. On compte les heures et elle a passé 13 heures sur son DM d'SVT. C'est trop pour un DM d'SVT. C'est pas normal. Il y a trop de temps qui a été consacré. Et on se rend compte qu'il y a la moitié du temps qui n'était pas nécessaire. C'était plus du temps pour se rassurer, aller vers d'autres sources qui n'étaient pas forcément nécessaires, aller chercher d'autres supports qui n'étaient pas nécessaires, histoire de se rassurer. Et aujourd'hui, elle fait des DM, elle fait ses devoirs en beaucoup moins de temps. Et en fait, mon objectif avec elle, c'est qu'elle prenne moins de temps à faire son travail. Et la méthode Pomodoro, c'est une bonne méthode pour ça aussi. Et du coup, là, le DM d'après, c'était très drôle parce qu'elle avait un devoir à rendre en français. Elle l'a fait en 1h30. Et vous savez quoi? Elle a eu quasiment les mêmes notes aux deux. Comme quoi, des fois, quantité ne rime pas avec qualité. Et c'est très important de le comprendre, de l'intégrer. Et la méthode Pomodoro, elle peut vous aider à réduire la quantité de travail quand elle n'est pas nécessaire pour vous focaliser aussi sur quelque chose de qualitatif. On a notre petite tier list. J'aurais pu rajouter d'autres méthodes auxquelles je n'ai pas pensé. Je pense notamment aux study groups, par exemple le fait d'étudier en groupe, le fait d'étudier avec des amis ou des camarades. Moi, je l'aurais mis en c'est top, mais ça dépend. Ça dépend avec qui et comment vous le faites. Voilà, je pense notamment à cette méthode-là. Mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Vous avez maintenant la tier list des meilleures techniques d'apprentissage. À vous de vous poser des questions sur les méthodes que vous employez, parce que si toutes les méthodes que vous employez, elles sont dans la partie claquée au sol, il va falloir sérieusement remédier à la méthode de travail parce que ça ne va pas fonctionner sur le long terme. Bien évidemment, rappelez-vous que toutes les méthodes qui sont en haut, elles sont facilement apprenables. Il faut juste s'y mettre, il faut juste développer la méthode, accepter qu'au début on galère un petit peu, qu'on fasse un peu de résistance au changement. Il faut surmonter un petit peu cette difficulté de se mettre à le faire, mais que c'est accessible et qu'en termes d'efficacité, de rentabilité, de qualité de travail, ça n'a rien à voir avec ce qui est en bas. Rappelez-vous de ça, c'est super important. J'espère que cette tier list, elle vous a plu. En tout cas, ça m'a plu de le faire. Je suis très contente de le faire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'hésite pas à me dire justement en commentaire quelle technique tu utilises. Et s'il y en a que j'ai pas noté, n'hésite pas à me le dire également. N'hésite pas aussi à t'abonner, à liker la vidéo, etc. Bon bref, toi-même tu sais, c'est ça qui m'aide aussi à continuer ce travail. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!